Regardez ça. Regardez son nez. Oui, c'est un portrait absolument incroyable, un visage sculpté d'Amonoth lui-même. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les archéologues sont terrifiés par la technologie antique du pharaon Khéphren, et à juste titre. Sa pyramide domine le désert. Le grand sphinx défie toute explication, et sa statue sculptée dans une pierre presque indestructible reste une énigme en soi. Selon les rapports, sous le sable se trouvent des questions sans réponse qui pointent vers quelque chose d'inquiétant, quelque chose dont l'histoire n'a peut-être pas tenu compte. Même Graham Hancock a soulevé des inquiétudes quant à ce que ces découvertes pourraient réellement signifier. Et si les monuments de Khéphren étaient plus que de simples tombes royales? Et s'ils laissaient entrevoir des secrets que nous n'étions pas censés découvrir? C'est là que l'histoire prend une tournure effrayante. L'énigmatique pharaon. Lorsque l'on parle de l'Égypte ancienne, quelques noms reviennent toujours à la surface. Khéops, le constructeur de la grande pyramide, et Toutankhamon, dont le tombeau doré a ébloui le monde moderne. Mais quelque part entre les deux se trouve le pharaon Khéphren, un souverain dont les monuments se dressent comme des gardiens silencieux de mystères que nous ne pouvons toujours pas expliquer pleinement. Son règne, pendant la 4e dynastie vers 2570 avant JIC, a produit des œuvres qui ont à la fois émerveillé et troublé les archéologues, laissant des questions qui se répercutent à travers les siècles. À ce jour, Khéphren n'est pas simplement considéré comme un roi de pierre et de sable. On se souvient de lui comme du pharaon, qui a peut-être laissé derrière lui une technologie trop avancée pour son époque. Le plus grand héritage de Khéphren est sa pyramide, la deuxième plus grande de Gizeh. À première vue, elle paraît même plus haute que la grande pyramide de Khéops, bien qu'en réalité, elle soit légèrement plus petite. L'illusion vient d'une planification intelligente. La pyramide de Khéphren a été construite sur un terrain plus élevé, un choix délibéré qui garantissait que son monument dominerait l'horizon. À son apogée, la pyramide s'élevait à 143 mètres, recouverte de pierres de parement en calcaire blanc brillant, dont certaines s'accrochent encore obstinément au sommet aujourd'hui. Cette petite survivance est un rappel obsédant de ce à quoi ressemblait autrefois la pyramide lorsqu'elle reflétait le soleil du désert comme un miroir. La précision est presque troublante. Des blocs pesant plusieurs tonnes ont été empilés avec une précision qui semble dépasser les outils et les cordes en cuivre primitif. La base de la pyramide est nivelée à quelques centimètres près, un exploit que les ingénieurs modernes admettent qu'il faudrait un levé topographique minutieux, même avec la technologie actuelle. Et puis il y a les chambres souterraines. Ces espaces creusés profondément dans le socle rocheux calcaire sous la pyramide de Khéphren suggèrent une planification minutieuse. Pourtant, elles sont inachevées, ce qui amène certains à se demander si elles avaient un but caché perdu dans le temps. Si la pyramide à elle seule était la marque de Khéphren sur l'éternité, alors le grand sphinx est peut-être son énigme la plus durable. Dominant les sables avec son corps de lion et son visage humain, le sphinx est depuis longtemps associé à Khéphren. L'archéologie conventionnelle affirme que le sphinx a été sculpté pendant son règne, le visage étant modelé sur le pharaon lui-même. Pourtant, tout le monde n'est pas d'accord. Des géologues tels que Robert Schoch et des écrivains comme Graham Hancock ont souligné des schémas d'érosion sur le corps du sphinx qui, selon eux, ne sont pas causés par le vent et le sable, mais par l'eau. Cela suggère un âge de milliers d'années antérieures à Khéphren, plaçant le monument dans une ère préhistorique plus humide. Se pourrait-il que Khéphren n'ait pas construit le sphinx, mais ait plutôt hérité et redéfini un monument d'un passé oublié? Le temple de la vallée relié à la pyramide de Khéphren ajoute une autre couche d'intrigue. Construit à partir d'énormes blocs de calcaire et de granit, dont certains pèsent de plus de 200 tonnes, le temple défie les attentes de ce qui était possible avec les outils de l'âge du bronze. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé l'une des statues les plus époustouflantes du monde antique.
Sculptée dans une diorite dure, elle montre Képhren assis sur un trône, le dieu faucon Horus, perché protecteur derrière sa tête. La surface est polie à un degré de perfection que même les tailleurs de pierre modernes ont du mal à reproduire. Comment une telle œuvre a-t-elle été réalisée avec des ciseaux en cuivre? Aujourd'hui encore, cette statue rayonne de puissance. Képhren regarde droit devant lui avec une autorité calme, sa forme intacte par le temps. La pierre de diorite elle-même a dû être transportée depuis des carrières en Nubie, à des centaines de kilomètres de là, puis façonnée avec une précision extraordinaire. Les égyptologues offrent des explications en termes de temps, de main-d'œuvre et de compétences, mais les doutes persistent. Les constructeurs de Képhren étaient-ils simplement plus avancés en technique que nous ne l'imaginons? Ou possédaient-ils des méthodes que nous n'avons pas encore découvertes? Alors que la nuit tombe sur Gizeh, la pyramide de Képhren et le Sphinx commandent toujours le désert, leur silence plus fort que les mots. Les monuments sont à la fois témoignages et questions, à la fois triomphe et énigme. Les archéologues étudient les détails, les historiens débattent des preuves et les sceptiques élèvent de la voix. Pourtant, le mystère persiste. Qui était exactement Képhren? Et comment a-t-il accompli ce qu'il a fait dans un monde sans fer, sans roues pour les charges lourdes et sans machinerie moderne? Les réponses, si elles existent, restent enfouies profondément dans la pierre. La pyramide monumentale, la pyramide de Képhren à Gizeh, n'a peut-être pas la même renommée que la grande pyramide de son père Khéops. Pourtant, à bien des égards, elle est tout aussi déconcertante. S'élevant de son plateau élevé, elle domine l'horizon avec un sentiment de permanence défiant. Pour un œil non averti, son emplacement semble fortuit, mais les archéologues savent mieux. Le terrain plus élevé sur lequel elle a été construite n'était pas un accident. Képhren voulait que sa pyramide rivalise avec le chef-d'œuvre colossal de son père, et en la situant stratégiquement, il a créé l'illusion de la supériorité. Aujourd'hui encore, vue sous certains angles, la pyramide de Képhren apparaît comme la plus haute de Gizeh. C'est un acte subtil de propagande antique gravé dans le paysage même. Mais au-delà des apparences se cache une précision d'ingénierie qui continue de soulever des questions. La base de la pyramide de Képhren s'étend sur 213 mètres de chaque côté et, remarquablement, elle est nivelée à une fraction de degré près, sans outils en acier, sans instruments de topographie moderne et sans machinerie avancée. Comment les constructeurs de la 4e dynastie ont-ils atteint une telle précision? Même un petit mauvais calcul aurait fait dévier toute la structure de sa trajectoire. Pourtant, tout dans cette pyramide suggère une planification et une exécution minutieuse. Les mathématiques pures intégrées dans la conception ressemblent au travail d'ingénieurs, pas seulement d'ouvriers avec des ciseaux en cuivre et des cordes. Les blocs de construction eux-mêmes sont stupéfiants. Beaucoup pèsent plusieurs tonnes, et certains utilisés dans les temples autour de la pyramide de Képhren atteignent des tailles de plus de 100 tonnes. Les déplacer à travers le désert, les aligner avec précision et les élever en hauteur mettrait à l'épreuve les limites de toute civilisation. L'explication officielle fait référence à des rampes, des traîneaux et de la main-d'œuvre. Et bien que ces méthodes rendent certainement compte d'une partie du travail, elles n'effacent pas le sentiment lancinant qu'il manque quelque chose à l'histoire. S'agissait-il simplement d'ingéniosité et de force brute? Ou les constructeurs étaient-ils équipés de techniques qui ont depuis été perdues? Ensuite, il y a les chambres souterraines. Bien que la pyramide de Képhren soit moins complexe intérieurement que celle de Khéops, elle contient des passages et des pièces inachevées taillées directement dans le socle rocheux. Certaines de ces chambres semblent n'avoir aucune fonction claire, ce qui amène les érudits à spéculer qu'elles ont été abandonnées en cours de construction ou qu'elles avaient des fins rituelles qui restent obscures.
Des fosses à bateaux découvertes à proximité ajoutent au mystère. Ces fosses contenaient autrefois de grands bateaux cérémoniels destinés au voyage du pharaon dans l'au-delà. Le lien entre la pyramide, le temple funéraire et le temple de la vallée révèle un plan intégré qui allait bien au-delà de la simple inhumation d'un roi. L'alignement de la pyramide de Képhren mérite également l'attention. Comme celle de Khéops, elle est orientée presque parfaitement vers les points cardinaux. Les ingénieurs modernes, utilisant le GPS et la technologie satellitaire, sont impressionnés par la précision. Pour que les constructeurs de Képhren y parviennent sans compas magnétique ni outils numériques, cela suggère une maîtrise de l'astronomie. Le plateau de Gizeh lui-même semble faire partie d'une conception plus grandiose. Les 3 pyramides alignées avec une similitude étrange aux étoiles de la ceinture d'Orion ont suscité des débats qui font rage encore aujourd'hui. Était-ce délibéré? Et si oui, quelle connaissance des cieux les anciens Égyptiens possédaient-ils réellement? Les pierres de parement qui s'accrochent encore au sommet de la pyramide de Képhren ajoutent à l'énigme. Contrairement aux surfaces dépouillées des pyramides de Khéops et de Mykérinos, Képhren conserve une couronne de parement en calcaire blanc. Ces pierres recouvraient autrefois tout le monument, polies pour réfléchir si intensément la lumière du soleil que la pyramide aurait brillé comme un phare. En se tenant devant elle, on ne peut qu'imaginer la crainte qu'elle a dû inspirer il y a 4 500 ans. Mais là encore, la question se pose. Comment ces pierres massives ont-elles été taillées, transportées et posées avec une telle précision que leurs joints sont presque invisibles? Chaque détail de la pyramide de Képhren laisse entrevoir une planification et une exécution à une échelle qui semble disproportionnée par rapport aux outils et aux méthodes de l'époque. L'opinion orthodoxe insiste sur le fait que c'était le résultat de la discipline, de la main-d'œuvre et du temps. Pourtant, plus on regarde en profondeur, plus il est difficile de se débarrasser de l'idée que quelque chose de plus était en jeu. Si la pyramide de Képhren était simplement le produit de la sueur et de la pierre, pourquoi porte-t-elle encore l'aura de sophistication technologique? C'est peut-être pourquoi les érudits et les penseurs alternatifs continuent d'examiner attentivement chacun de ces angles. Le monument n'est pas seulement une tombe, c'est une énigme qui refuse de livrer tous ses secrets. Le mystère du Sphinx. Si la pyramide de Képhren inspire la crainte, alors le grand Sphinx inspire le malaise. Il se tient en silence au bord du plateau, regardant vers l'est comme s'il veillait sur le soleil levant. Pendant des siècles, le Sphinx a été une icône du mystère, son visage humain fusionné avec le corps d'un lion. Les égyptologues l'ont longtemps attribué au pharaon Képhren, arguant que le visage est modelé sur lui et que le monument a été sculpté dans un seul bloc de calcaire pendant son règne. Mais le Sphinx n'est pas seulement une autre relique de l'Ancien Empire. C'est une énigme sculptée dans la pierre, une énigme qui refuse d'être résolue. Au cœur du débat se trouve l'érosion. L'archéologie conventionnelle soutient que le vent et le sable ont progressivement façonné le corps altéré du Sphinx. Pourtant, des géologues comme Robert Schoch ont soutenu le contraire. Ils pointent du doigt des fissures verticales et des motifs ondulés qui, selon eux, suggèrent une érosion hydrique. Si tel est le cas, le Sphinx précéderait Képhren de milliers d'années, construit à une époque où le climat de l'Égypte était plus humide. Ce seul détail modifie radicalement la chronologie, laissant entrevoir une civilisation capable de construction monumentale bien avant les dynasties des pharaons. Graham Hancock a soulevé à plusieurs reprises cette question, suggérant que Képhren n'a peut-être pas construit le Sphinx du tout, mais l'a plutôt hérité et retaillé. Les archéologues rétorquent qu'il n'y a pas d'inscription ou de document reliant directement le Sphinx à une culture antérieure. Ce que nous avons, ce sont des chaussées et des temples le reliant au complexe pyramidal de Képhren, y compris le temple de la vallée,
où sa statue en diorite a été trouvée. Cette relation architecturale semble délibérée. Pourtant, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Et le sphinx reste une anomalie. La possibilité qu'il ait été retaillé, peut-être d'une figure à tête de lion à la ressemblance de Képhren, continue de résonner dans les cercles universitaires et alternatifs. Les anomalies souterraines ajoutent à l'intrigue. Dans les années 1990, des études géophysiques sous le sphinx ont révélé des cavités et des creux inexpliqués. Le Conseil suprême des Antiquités d'Égypte a reconnu leur présence, mais a insisté sur le fait qu'il s'agissait de fissures naturelles. D'autres n'étaient pas convaincus. Selon les rapports, les formes détectées ressemblaient à des chambres, et les légendes d'une salle des archives cachée sous le sphinx n'ont fait qu'alimenter la spéculation. Cette salle mythique, censée contenir la sagesse perdue d'une civilisation oubliée, n'a jamais été trouvée. Pourtant, les rumeurs persistent, et chaque nouveau scan du socle rocheux semble raviver la question de ce qui se trouve en dessous. Même sans bibliothèque cachée, le sphinx remet en question notre compréhension de l'ingénierie antique. Il a été sculpté directement dans le socle rocheux, ses constructeurs façonnant un seul bloc massif de calcaire dans la forme que nous voyons aujourd'hui. L'ampleur même de cette tâche soulève des questions sur les outils et les techniques. Comment ont-ils atteint une telle symétrie? Comment l'ont-ils aligné si précisément à l'est où le soleil se lève à l'équinoxe? Ce ne sont pas des détails mineurs. Ils suggèrent une connaissance de l'astronomie et de la géométrie tissée dans la conception du monument. Et puis, il y a la question de la restauration. Pendant des milliers d'années, le sphinx a été battu par l'érosion, enterré dans le sable jusqu'au cou et réparé à différentes époques. D'anciennes inscriptions mentionnent que même à l'époque pharaonique, le sphinx était déjà vieux et énigmatique. Thoutmôsis IV, au XVe siècle avant Jassé, a érigé la stèle du rêve entre ses pattes après avoir affirmé que le sphinx lui était apparu dans une vision. Si Képhren l'a vraiment construit, pourquoi les dirigeants ultérieurs en ont-ils parlé comme s'il était là depuis longtemps, avant leur époque? Aujourd'hui, le sphinx reste à la fois monument et mystère. Son corps érodé raconte une histoire. Ses liens architecturaux avec Képhren en racontent une autre. Les anomalies géophysiques en dessous murmurent des possibilités qui alimentent les légendes. Les érudits continuent de défendre la chronologie conventionnelle, mais chaque nouveau scan, chaque nouvelle observation laisse la porte ouverte juste assez pour le doute. Le sphinx était-il vraiment la création de Képhren? Ou est-ce le fragment survivant de quelque chose de beaucoup plus ancien, un héritage absorbé par son règne? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine. Le sphinx n'est pas simplement une statue, c'est un défi qui nous met au défi de percer ses secrets, la statue qui défie le temps. Parmi les artefacts liés au pharaon Képhren, aucun n'est plus frappant ou plus troublant que la célèbre statue en diorite découverte dans son temple de la vallée. Lorsqu'elle a été mise au jour, les archéologues ont réalisé qu'ils regardaient quelque chose qui semblait défier les limites du monde antique. La statue montre Képhren assis sur un trône avec le dieu faucon Horus perché protecteur derrière sa tête, les ailes déployées comme s'il le protégeait. C'est une œuvre d'art, mais plus que cela, c'est une énigme technologique qui provoque encore le malaise. Le choix du matériau seul soulève des questions. La diorite est l'une des pierres les plus dures sur Terre, se situant au-dessus du granit sur l'échelle de Mohs. En termes actuels, elle nécessite des outils à pointe de diamant pour être coupée facilement. Pourtant, cette statue, vieille de plus de 4 millénaires, est sculptée avec une précision impeccable et polie pour obtenir un éclat réfléchissant. Les égyptologues insistent sur le fait que des ciseaux en cuivre, des pierres à broyer en dolérite, du sable et une patience infinie pourraient expliquer le savoir-faire. Mais lorsque des tailleurs de pierre modernes sont invités à reproduire un tel travail avec les mêmes outils,
Les résultats sont décevants. Les lignes nettes du trône de Képhren, les proportions parfaites de son visage et le poli impeccable de la surface suggèrent quelque chose de plus que des techniques primitives. Et il ne s'agissait pas d'une seule statue. Des dizaines de figurines en diorite ont été trouvées dans le complexe de Képhren, chacune représentant des heures, des jours et des années de travail minutieux. Le transport de la diorite elle-même aurait été une entreprise d'une ampleur stupéfiante. Les carrières se trouvaient en Nubie, à des centaines de kilomètres au sud de Gizeh, ce qui signifie que des blocs massifs de pierre devaient être traînés le long du Nil, sculptés, puis polis à une époque sans acier. Cela démontre à lui seul la puissance logistique du règne de Képhren. Pourtant, selon les rapports, ce qui dérange certains archéologues n'est pas simplement la capacité de déplacer la pierre, mais la capacité de la façonner avec une précision presque mécanique. Le temple de la vallée où la statue a été trouvée ne fait qu'approfondir le mystère. Ces murs sont construits à partir de blocs de calcaire et de granit si massifs que certains pèsent plus de 100 tonnes. Les joints entre eux sont coupés avec un niveau de précision qui rappelle les travaux de pierre inca ultérieurs, où d'énormes blocs s'emboîtent si étroitement qu'on ne peut même pas glisser une feuille de papier à travers les fissures. Le temple est toujours dans un état remarquable, ces mégalithes défiant l'érosion qui a ravagé d'autres monuments. Comment des constructeurs travaillant avec les outils les plus simples ont-ils créé une telle structure? Pourquoi utiliser des blocs si inutilement grands, alors que des pierres plus petites et plus faciles à manier auraient en suffi? Ce sont ces questions qui alimentent la spéculation. Bien que les archéologues conventionnels rejettent cette interprétation, ils admettent également que le temple de la vallée est unique, ces méthodes étant différentes de celles observées dans d'autres parties de l'Ancien Empire. C'est pourquoi les monuments de Képhren attirent tant d'attention. Ils ne sont pas seulement grands, ils sont anormaux. Les éléments symboliques tissés dans la statue ajoutent au malaise. Horus, le dieu faucon, s'accroche à la tête de Képhren, un rappel que le roi était considéré comme divin. Mais pour certains chercheurs, le symbolisme prend une autre signification. Horus n'était-il pas seulement un dieu de la protection, mais aussi un gardien du savoir? La statue, avec son poli étrange et sa perfection durable, semble presque conçue pour survivre au temps lui-même. Elle rayonne de permanence, comme si Képhren voulait s'assurer que son image, et peut-être les secrets de son règne, ne seraient jamais effacés. En se tenant devant la statue en diorite aujourd'hui, les visiteurs remarquent souvent sa qualité réaliste. L'expression calme, les muscles fluides des bras, le trône inflexible, tout semble intact par les millénaires. On a moins l'impression d'un artefact que d'un message figé dans la pierre qui nous met au défi de nous demander comment il a été créé. Si les constructeurs de Képhren ont vraiment accompli cela avec seulement du cuivre et de la pierre, alors leur compétence était tout simplement miraculeuse. Sinon, nous sommes confrontés à une possibilité inconfortable. Les anciens Égyptiens ont peut-être hérité de connaissances ou d'outils qui nous restent cachés. Pour les archéologues, cette dualité est ce qui terrifie. Soit les artisans de Képhren étaient beaucoup plus avancés que nous ne le pensons, soit ces monuments conservent un aperçu d'une technologie qui ne correspond pas à la chronologie acceptée. La statue en diorite n'est pas seulement de l'art, c'est une preuve qui nous oblige à faire face à la possibilité que le passé soit beaucoup plus complexe que l'histoire qui nous a été racontée. La révélation terrifiante. Pendant des décennies, les monuments de Képhren ont été des symboles de la gloire de l'Égypte. Mais selon les rapports, ils ont également troublé les archéologues eux-mêmes qui les étudient. La précision même de la base de la pyramide, les mégalithes du temple de la vallée, l'érosion mystérieuse du sphinx et le poli impeccable de la statue en diorite se combinent en quelque chose qui semble déplacé dans la chronologie du développement humain.
C'est là que l'histoire commence à franchir la ligne entre l'admiration et la peur, car les preuves semblent murmurer une technologie qui n'a pas sa place dans le monde de 2100 avant JC. L'expression a été répétée souvent, mais elle persiste avec un poids particulier dans ce cas. Les archéologues sont terrifiés par la technologie antique du pharaon Khéphren, et à juste titre. Ce qui les terrifie, ce n'est pas une machine laissée dans le sable ou un outil caché sous la pyramide. C'est l'implication que la civilisation de l'époque de Khéphren possédait peut-être des méthodes que nous ne pouvons pas reproduire aujourd'hui encore. Admettre cette possibilité reviendrait à admettre que l'histoire telle qu'elle est écrite dans les manuels n'est peut-être pas toute l'histoire. Graham Hancock en a parlé à plusieurs reprises, en particulier lorsqu'il a évoqué les statues de Khéphren dans les blocs du temple de la vallée. Il aurait dit que c'est trop avancé pour son époque. Un commentaire qui va au cœur du problème. La technologie n'a pas besoin d'être mécanique comme nous l'imaginons. Pas d'engrenage, pas de moteur. Mais le niveau de compétence, de planification et de connaissance semble faire un bond de plusieurs siècles en avant. Le fait que des statues en diorite, des temples alignés et une ingénierie monumentale aient tous été réalisés pendant le règne de Khéphren suffit à faire réfléchir même les chercheurs chevronnés. Les anomalies approfondissent la peur. Des analyses géophysiques sous le Sphinx montrent des cavités dont les buts restent incertains. Étaient-ce simplement des fissures naturelles ou ont-elles été délibérément sculptées pour abriter des chambres? Les théories sur une salle des archives, qu'elles soient mythiques ou non, naissent de ces questions sans réponse. Les pyramides elles-mêmes, alignées avec une précision astronomique étonnante, semblent s'inscrire dans un schéma plus vaste que les érudits ont du mal à expliquer. Chaque détail pourrait peut-être être rationalisé seul, mais ensemble, ils forment une image qui refuse de s'inscrire confortablement dans le récit accepté. Et c'est pourquoi la terreur ne concerne pas les fantômes ou les malédictions. Il s'agit de l'histoire elle-même. Si les monuments de Khéphren révèlent une technologie trop avancée pour l'âge du bronze, alors qu'avons-nous d'autres négligés? Se pourrait-il que les constructeurs de Khéphren aient hérité de connaissances perdues d'une civilisation antérieure? L'érosion du Sphinx et les anomalies sous le plateau pourraient-elles pointer vers quelque chose de beaucoup plus ancien que l'Égypte dynastique? Ce sont des questions qui ne cessent de refaire surface précisément parce que les preuves ne disparaissent pas. Pour les archéologues, la possibilité de réécrire l'histoire à une telle échelle est intimidante. Pour le reste d'entre nous, c'est à la fois passionnant et troublant. La pyramide de Khéphren, ses temples, son sphinx et sa statue ne sont pas simplement des reliques. Ce sont des messages sculptés dans la pierre, des rappels que le passé peut receler des secrets que nous n'avons fait qu'effleurer. Et c'est pourquoi l'expression sonne juste. Les archéologues sont terrifiés par la technologie antique du pharaon Khéphren, et pour cause, les conséquences et les questions persistantes. Lorsque la poussière retombe sur l'héritage de Khéphren, ce qui reste n'est pas seulement de la pierre, mais de l'incertitude. Sa pyramide domine toujours le désert, sa statue rayonne toujours d'une autorité intemporelle, et le sphinx surveille toujours l'horizon. Pourtant, malgré toutes les fouilles, les études et les enquêtes, aucune réponse définitive n'a réduit au silence les questions. En fait, plus nous en apprenons, plus la vérité devient insaisissable. Les égyptologues conventionnels continuent de défendre le récit traditionnel. Khéphren a régné pendant la 4e dynastie. Sa pyramide a été la 2e grande réalisation de l'Ancien Empire, et le Sphinx était sa création. Ils attribuent la précision des monuments à une main-d'œuvre qualifiée, à l'organisation et au temps. Mais cette explication n'efface pas le malaise qui persiste chez ceux qui regardent de plus près. Selon les rapports, même certains membres du domaine admettent que les méthodes utilisées restent incomplètement comprises. Les chercheurs alternatifs, quant à eux, considèrent le règne de Khéphren
comme une fenêtre sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Ils soutiennent que ces monuments font allusion à des connaissances qui n'ont peut-être pas du tout commencé avec sa dynastie. Les schémas d'érosion sur le Sphinx, les alignements astronomiques des pyramides, l'artisanat impossible des statues en diorite, tout cela leur suggère que Khéphren a peut-être hérité d'un héritage d'une civilisation perdue. Lorsque Graham Hancock a fait remarquer que c'était trop avancé pour son époque, il a exprimé ce soupçon, un soupçon qui continue de résonner bien au-delà des cercles universitaires. Le débat lui-même est peut-être ce qui définit Khéphren dans la mémoire moderne. Pour certains, c'est un maître bâtisseur dont les ingénieurs ont réalisé l'impossible avec rien de plus que de la pierre, du cuivre et de la volonté. Pour d'autres, il est l'héritier d'un mystère. Un homme dont les monuments recèlent des connaissances plus anciennes que l'Égypte elle-même. Dans les deux cas, son nom est devenu synonyme non seulement de grandeur, mais aussi des limites de l'histoire humaine. Ce que nous savons, c'est que Khéphren a laissé derrière lui plus que des monuments. Il nous a laissé un défi qui dure depuis plus de 4000 ans. Sa pyramide, sa statue et son sphinx nous obligent à faire face à des possibilités inconfortables, à nous demander si nous comprenons vraiment l'histoire de la civilisation. Que Khéphren ait été le sommet du génie égyptien ou le gardien de secrets oubliés, ces monuments restent inflexibles, nous incitant à continuer à chercher. Et c'est peut-être surtout pour cela que son héritage semble si vivant. Pas parce que nous savons tout de lui, mais parce que nous ne le savons toujours pas. Les monuments du pharaon Khéphren pourraient-ils être la preuve d'une connaissance oubliée, faisant allusion à une technologie et à des techniques qui étaient tout simplement trop avancées pour le monde de 2500 avant Jacé? Faites-le nous savoir dans les commentaires.